Bien le bonjour, mesdames et messieurs, et les enfants, peut-être il y a des enfants et des adolescents qui nous écoutent, hein, qui sait. Alors, c'est votre cher docteur Fred Lambert. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer un concert important pour moi, parce que, voyez-vous, c'est le 25e anniversaire de mon cher quatuor à cordes, le quatuor Molinari. Et je voulais vous inviter à venir célébrer cet anniversaire le vendredi 14 octobre à 19h30 à la salle du Conservatoire de musique et arts dramatiques de Montréal. Eh bien, nous, le Quatuor, on va vous proposer des œuvres qui ont été marquantes, puisées de notre répertoire et qui, finalement, marquent nos 25 ans d'existence. De la musique de l'Europe de l'Est est au cœur de ce concert. Vous pourrez entendre le Quatuor numéro 2 d'Alfred Schnecke, que nous avons d'ailleurs enregistré. Vous pouvez aller écouter ça. 6 moments musicaux de Courtag, ça aussi enregistré. Une première canadienne, le Quatuor numéro 4 de Penderecki, une courte pièce vraiment magnifique, avec un magnifique solo d'alto en guise d'introduction, c'est-à-dire moi. Et finalement, on termine tout ça avec le Quatuor numéro 1 de Ligeti. Le Quatuor numéro 1 de Ligeti, j'étais en train de me dire que c'est probablement ma pièce préférée pour quatuor à cordes. Ligeti, sûrement que vous avez déjà vu un film de Stanley Kubrick, il y a souvent du Ligeti qui a été emprunté pour ça, et il y a un côté un peu épeurant, si je peux dire. Mais cette pièce-là, eh bien, elle est sous-titrée « Métamorphose nocturne ». Beau joli titre. Puis ça avait été écrit entre 1953 et 1954. Et on a plusieurs sections. Il y a 4 mouvements, mais il n'y a pas d'interruption. Et on retrouve ces thèmes. Il prend un thème de musique très simple qui va justement transformer, aller dans tous les sens. Il y en a certains qui vont dire que c'est un peu comme le 7e quatuor de Bartók. Bartók en avait fait 6. On retrouve le même style d'écriture. C'est, oui, peut-être ma pièce préférée de quatuor à cordes. C'est probablement aussi la plus difficile que j'ai jamais jouée de toute ma vie. C'est toujours stressant, énervant d'arriver sur scène avec ça, mais en même temps, il y a un délire qui se fait quand tout ça fonctionne. Alors, je suis très excité. J'espère que vous allez pouvoir venir. Les billets sont vraiment pas chers en passant. Vous êtes un adulte, ben c'est 30$ et 25$ les années. Et étudiant, 12,50$. C'est moins cher qu'aller voir un film au cinéma. Alors pensez-y, 4 beaux humains qui vont faire de la musique pour vous. Alors, le 14 octobre, 19h30. Et maintenant, mon invité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'adore, qui me stimule beaucoup intellectuellement parce qu'après chaque rencontre avec lui, j'ai envie de me lancer dans 1001 projets, autres projets de ceux que je possède. Est-ce une bonne chose, une mauvaise chose? Je ne sais pas, mais j'aime son influence, j'aime sa présence. Et lui, ben, c'est l'humoriste Guillaume Wagner. Guillaume Wagner est un humoriste qui possède une plume d'exception. Il ose attaquer des sujets que peu d'humoristes abordent avec une originalité dont seul lui possède. Sa précision et son aplomb sur scène font de lui un des plus grands stand-up de sa génération. Guillaume est l'un des fondateurs du Dr Mobilo Aquafest, festival d'humour qui offre une programmation audacieuse et unique. Un auteur acharné qui a vraiment du cœur au ventre. Voici ma discussion avec Guillaume Wagner. Voilà. Ah, le son est bon. Le son est pas pire, hein? Hey, mais attends, tu dis... ton parrain, c'était qui ton parrain qui joue au hockey? Ben, Michel Goulet, je sais pas si tu suis ça assez pour savoir c'est qui. Ouais, c'est une légende quand même, là, tu sais. Ben oui, absolument. Puis il joue au hockey. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, il a joué pour les Nordiques jusqu'à 1990.
Puis, tu sais, c'était pas drôle, là. Nous autres, mettons qu'on allait dans un restaurant, puis tout ça, là, tu sais, c'était comme, Michel Goulet est là, on tasse tout le monde, puis on fait de la place. C'était comme Dieu incarné, là. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a impressionné quand j'étais tout petit, là, tu sais. Puis quand tu le... Puis lui, il était-tu cool? Il était-tu... tu sais, mettons, il y a eu le fame, il y a eu tout ça dans sa vie, mais mettons, avec les proches, la famille, il était correct? Ouais, super bon monsieur. Je te dirais que les bonhommes d'hockey, ça ressemble un petit peu tous, là, je les ai pas tous rencontrés, mais comme, mettons, j'ai déjà été dans la chambre des Nordiques ou des Blackhawks, puis tout ça, tu sais, j'ai déjà vu Chris Chelios, puis Jeremy Roenick, puis ces gars, ils sont tous, genre, ils ont tous les cheveux lichés par en arrière, puis c'est tous des bonhommes, ils ont des bonnes poignées de main, puis ils sont drettes, puis sont fiers, mais comme, on the side, ils sont tous, genre... un peu alcoolo et un peu courailleux, j'imagine. Peut-être un peu moins maintenant avec toute la performance et la façon que le hockey a changé, mais de cette époque-là... Ben, écoute, je veux dire, Carey Price, là, il est pas allé en désintox. Je pense qu'ils ont tous... Ben, tu sais, en même temps, c'est tellement normal parce qu'ils ont pas de jeunesse, là, tu sais. Ils font littéralement rien que ça, là. Ouais. Fait que j'imagine qu'à un moment donné, là, t'as full d'argent tout d'un coup, fait que... Puis tu deviens bizarre avec ça. Exact, comme tout le monde. Mais là, tantôt, quand on s'en venait pour jaser, tu me disais que là, t'as commencé des chroniques sportives. Ouais. C'est officiel. À quelle émission? BPM Sport. C'est partout à travers le Québec maintenant. Avant, c'était le 91.9 Sport qui était seulement à Montréal, si je me trompe pas. Puis là, maintenant, c'est partout à travers le Québec. Ouais, je fais des chroniques d'arts martiaux mixtes. Moi, je suis un méga fan de ça là, depuis des années. Mais ça, je le savais, parce qu'on avait... Tu sais, tu m'en avais mentionné un peu, mais je pense que depuis les dernières années, t'as creusé encore un peu plus loin, j'ai l'impression. Ouais, mais j'ai toujours creusé très loin dans tout ce qui me passionne. Là. C'est quelque chose que je découvre sur moi avec les années. Je suis quelqu'un de passionné, mais monomaniaque un peu. Là. Ça, moi, j'embarque dans quelque chose comme à 100% ou j'embarque pas pantoute. Là. Ouais. Puis ça, mais je suis content parce que j'ai comme beaucoup de connaissances qui me servaient à rien au niveau des arts martiaux mix. Et là, tout d'un coup, je peux mettre ça dans des chroniques, puis jaser un peu là de ça. Puis, admettons, quand tu y vas, c'est juste toi qui parles, mais on est capable quand même de te challenger un peu sur les stats, sur ces affaires-là, quand même? Ou c'est plus toi qui établis, mettons, un sujet, tu l'analyses? Ouais, je te dirais que, tu sais, comme à la radio, moi, je fais l'émission de Jean-Charles Lajoie, fait que lui, c'est pas un méga fan d'arts martiaux mix. Il aime bien ça, mais tu sais, je veux dire, lui, il couvre tous les sports. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite là, de tout ce que tu peux suivre. Fait que, mettons que je connais ça plus que lui, fait que il va pas me challenger nécessairement sur ce que j'amène, mais moi, j'essaie de... Tu sais, parce que je suis pas un spécialiste non plus, là. Je suis pas quelqu'un qui... tu sais, je peux pas te dire là, exactement là, comment qu'on installe un Kimura sur quelqu'un, puis tu sais, ça, c'est une prise de soumission. Mais je suis pas... Fait que moi, j'y vais plus dans l'émotion que le sport peut procurer, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de storytelling aussi avec les arts martiaux mixtes, que ce soit pour leur camp d'entraînement, la manière qu'ils approchent ça, leur vie personnelle, puis ce que ça donne, l'histoire qui est racontée aussi dans le combat. C'est super intéressant, puis c'est drôle que tu dises le storytelling du sport, parce que quand j'avais justement eu David Bocage, lui, il est dans le storytelling du hockey. Ouais. Lui, c'est ça qui le passionne. Ouais. Moi, mais les storytelling de sportifs, c'est la chose la plus fun au monde. Même les trucs, tu sais, c'est à Rogan qui reçoit, il fait son MMA spécial. Ouais, lui, c'est un... Je connais rien là-dedans, mais j'adore écouter ça. J'adore savoir comment ces gars-là ont... Souvent, c'est des espèces d'histoires aussi un peu louches, un peu bizarres, sorties du tout, des histoires de famille dures, tout ça, puis comment ils ont focusé leur énergie là-dessus, puis l'entraînement, puis tout le petit détail, c'est passionnant, là. Ouais, la fin de semaine passée, c'était Nate Diaz. Je sais pas si c'est quelqu'un qui s'est rendu jusqu'à tes oreilles, mais c'est comme quelqu'un qui, lui, ça vient des gangs de rue, à Stockton, puis tout ça. Ouais, puis maintenant, il est comme... Écoute, il est super intéressant, là. Il est resté real, tu sais. Ouais. Il est le fun à écouter. Puis il est drôle. Puis il est sympathique. Puis tu sais, en tout cas, bref, tout ça, c'est assez cool que tu continues à garder un œil là-dessus. Mais, écoute, c'est une drôle de question, mais c'est qui tes combattants qui te font triper ce temps-ci, que tu suis? As-tu des petits favoris, des petits cachés? Des fois, parce que tu sais, on a toujours les espèces de cartes avec les vedettes, mais il y en a toujours... Je dois avouer que souvent, quand je le regarde, je vais aller directement avec les matchs vedettes. Je regarde pas trop les autres. En as-tu des préférés?
Ah mon Dieu, moi mes préférés c'est souvent justement là, du monde que si tu suis ça de manière casual un peu, peut-être que tu connais pas, mais en fait semaine il y avait Kevin Holland qui se battait contre Khamzat Chimaev, qui lui c'est le nouveau monstre là. C'est la prochaine vedette, c'est un gars qui a une lutte absolument incroyable, puis son striking est bon aussi, il est quand même puissant. Puis il se battait contre Kevin Holland qui, lui, c'est comme une grande gueule. C'est plus un striker. En fait, je pense qu'il y en a deux à la UFC, mais c'est un des deux spécialistes de Kung Fu. Je sais pas ce que ça implique être spécialiste de Kung Fu, mais lui, c'est ça sa spécialité, le Kung Fu. Puis c'est ça, je le trouve divertissant. Il est grand gueule, puis il frappe fort quand même, puis il parle tout le long du combat, toujours en train d'écœurer son adversaire, puis tout ça. Fait que je le trouve divertissant, même s'il perd quand même souvent ces temps-ci. C'est toujours quelqu'un que j'aime regarder. Mais il donne un bon spectacle. Il donne un bon spectacle. J'aime aussi un gars qui s'appelle Paul Craig, qui est un Écossais, qui a l'accent le plus incompréhensible qu'il n'y a pas. Puis lui, il est pourri debout. Il se fait toujours faire mal, il se fait toujours envoyer au sol, mais il a un jiu-jitsu incroyable, fait qu'il est sur le dos, puis il finit toujours par mettre genre un triangle sur, puis il gagne in extremis contre des gens vraiment meilleurs que lui, mais vu qu'il a un jiu-jitsu... lui, c'est sa force, parce que si tu limites sa tactique de les mettre au sol, de les amener au sol avec lui, puis là... Toujours ça. Il est toujours sur le dos, puis envoie viens-t'en, puis l'autre est comme non, moi je suis pas capable, remonte, puis... Ah ouais, mais c'est ça! Puis ouais, il est vraiment divertissant, puis il arrive à la peser, il arrive toujours avec l'espèce de maquillage de Braveheart, là. Puis il est vraiment super intense. Je l'adore. Les pesées, c'est vrai, ça aussi. Mais c'est ça, il y a un aspect très spectacle aux arts martiaux mix. Ça flirte avec la WWE un peu, là, des fois, puis j'aille pas juste, ça. Oui, sauf une fois, dans le match, c'est un peu plus vrai, mettons, les coups qu'ils reçoivent. Toi, tu penses quoi des Paul Brothers, là? En ce moment, toute cette espèce de nouveau combat qui vient d'être annoncé. Là, contre Anderson Silva, qui est quand même un bon boxeur. Moi, je l'ai vu quelques fois boxer, puis c'est assez impressionnant. Normalement... Mais c'est pas nécessairement son truc premier, là. C'est pas son truc premier, sauf que tu vois qu'il y a les bons réflexes. Parce que moi, j'ai beaucoup suivi la boxe, je la suis encore beaucoup, puis il y a les bons réflexes de boxeur. Il est quand même slick, il est quand même brillant, mais il a 47 ans. Fait que c'est une limite à ça. Mais c'est rien que ça qu'ils font, c'est se pogner des mais des pour vieux vrai, bonhommes. Je pensais à ça l'autre jour, c'est quand même une stratégie incroyable que ça ait fonctionné. Ça, c'est un YouTuber qui dit « Moi, je suis boxeur maintenant, mais je me battrai jamais contre des boxeurs, sauf que je vais me battre contre des gars des arts martiaux mixtes vraiment plus petits que moi. » Ils sont toujours comme passé leur prime, beaucoup moins gros. Puis c'est comme un peu logique qu'ils les battent parce que c'est pas des gars qui ont des réflexes de boxe, c'est des gars que, tu sais, dans les arts martiaux mixtes, là, tu touches une fois, puis avec des gants de 4 onces, là, c'est souvent fini. Fait qu'il n'y a pas de stratégie de rentrer à l'intérieur, placer le jab, il n'y a rien de ça. Et tout va dans le fantasme pour le public, c'est ça, je pense que pourquoi tout le monde s'accroche à ça, c'est que c'est le fantasme de voir un des Paul tomber. Je veux dire, tu veux le voir échouer. À date, c'est pas encore arrivé. Puis lui, c'est ça qu'il vend. C'est ça qu'il nous vend. C'est ça qu'il vend. Vous me détestez, puis vous espérez que je me fasse knocker. Puis moi, je groove là-dessus. Il travaille... Puis il va repousser ça le plus longtemps possible avant d'affronter quelqu'un qui est de son poids, dans le même âge à peu près, puis qui est un boxeur aussi. Sauf qu'il était supposé de se battre contre Hasim Rahman Jr., qui est le fils de Hasim Rahman, qui est un ancien champion, puis qui est pas un mauvais boxeur tant que ça, puis qui est au même poiis, là. Fait que ça m'intriguait, mais finalement ça tombe à l'eau, puis finalement c'est ça, c'est Anderson Silva. Ça, c'est du spectacle. Ça, par contre, si on parle, on parlait de regarder ces gens-là, puis même as-tu regardé les autres combats qu'il a fait? Jake Paul, j'ai vu son premier combat contre Tyron Woodley, puis le deuxième, j'ai juste vu l'extrait là, quand il l'a knocké, là, que tout le monde pensait que c'était arrangé, mais moi j'y crois personnellement. Là. Que c'était arrangé? Non, que c'était vrai. En tout cas, si il a payé Tyron Woodley pour se faire knocker à ce point-là, je sais pas, j'espère qu'il l'a bien payé parce que ça a l'air de faire mal. Mais il est vraiment plus gros, tu sais. Je sais. C'est fascinant. Fait quoi, j'en ai vu une coupe. Puis je trouve qu'il y a un talent certain, honnêtement. Oui, puis c'est toujours... le violoncelliste dans mon quatuor qui me faisait remarquer de ces combats-là, il dit... C'est que t'as ces vieux bonhommes-là qui sont là, puis il dit, c'est quelque part, étrangement, des leçons de boxe incroyables. Là. Il dit, tu vois ces vieux bonhommes-là qui se démènent, puis il dit, tu vois la vieille école qu'il a, puis même, il dit comment il s'entraîne, puis devant ce jeune-là qui est un peu comme furieux, un peu... Il est organisé, mais il dit, c'est que tu vois deux générations tellement loin qui s'affrontent, et c'est quelque chose qu'on voit.
qu'on voit littéralement c'est pas. C'est très étrange. Mais c'est ça, les Paul Brothers, au début, je les détestais. Je les déteste encore parce que c'est comme pas quelque chose qui m'intéresse. Mais tu sais, je les trouve brillants dans leur stratégie marketing. Mais au final, je te dirais que c'est des athlètes quand même très impressionnants. Logan Paul, il est rendu à la WWE. Oui, je sais. Ce qu'il fait dans le ring, c'est impressionnant. C'est pas donné à tout le monde. T'sais, je dis pas que la lutte, c'est juste faire des backflips et tout ça, mais il le fait. Non, mais ils s'entraînent. Là. Les gars passent leur journée au gym. Puis naturellement, ils ont des corps d'athlètes. Fait que faut quand même leur donner ça, même si on les déteste. Absolument. Puis toi, c'est ça, et toi, tu t'entraînes encore comme un démon? Non, là, je travaille mon dad bod en ce moment. C'est ça que je fais. C'est ça qui prend écoute, j'ai un deuxième enfant, là, il vient d'avoir 1 an, là, il y a eu 1 an hier, fait que tranquille, là, il va à la garderie, mais là, c'est les virus et tout ça, mais quand il va être retourné, là, je pense que je vais pouvoir continuer à reprendre l'entraînement. T'es pas si pire dad bod, laisse-moi dire, parce que dans les dernières années, on a eu la pandémie. Puis là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se revoit en vrai pour discuter. C'est fou, hein? La dernière fois qu'on s'est croisés en pandémie, c'était aux Zout de Granby en maillot de bain. Mais ça, toujours surprenant dans ce temps-là. Shit. Non, mais l'affaire, c'est que je suis sorti de cette expérience-là, des petits jeux d'eau avec nos enfants, par hasard. Puis là, j'ai fait... T'étais en maillot, j'étais en maillot. Hey, salut, ça va? Nanana, la famille, distanciation, machin. Bon, on parle un peu. En tout cas, on se reprend. Bye. Puis après, je parlais avec ma blonde, je dis, c'est quand même fascinant. Tu sais, à chaque fois, si je vais, mettons, me baigner quelque part, mettons, je t'aurais donné rendez-vous. Hey, on se voit, on y va ensemble. Puis maintenant, il y a le moment où est-ce qu'ensemble, on fait, bon, on enlève notre chandail, on va dans l'eau. Mais à l'improvisation, comme ça, c'est quelque chose de pas le fun. Je suis tout à fait d'accord. Je me souviens encore sur le moment, j'ai fait OK, bon. Man. Je vais aller mettre mon chandail. Non, mais c'est quand même drôle, hein, cette affaire-là. Mais donc, la famille, ça se passe bien. Là, donc, 1 an et quel âge aussi? C'est 4 ans. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc là, bientôt maternelle? Non, on peut envoyer même maternelle 4 ans, fait qu'il y en a encore à la garderie. Là, Good. OK. Profitez encore des repas qui sont prêts. Et, c'est bon. C'est ça qu'on fait. L'année prochaine, ça va aller ailleurs. Mais parlons un peu de tes trucs, là, parce que je parlais avec des gens. Oui, t'as fait une apparition à Juste pour rire cet été. Ouais, j'ai fait les galas. J'ai fait 2 galas cet été. Puis j'étais allé à Québec aussi. Je fais plus grand-chose ces temps-ci à cause de pandémie. Puis après ça, les enfants. Puis ça fait que j'ai eu un long beat où... Tu sais, je fais des numéros, je rate du nouveau matériel, puis tout ça, mais comme il n'y a pas de plan pour quelque chose de plus gros en ce moment. T'écris-tu pour d'autres? Ou... J'écris pas pour d'autres, j'écris pour moi, j'écris beaucoup de fiction ces temps-ci, je suis sur bien des projets par rapport à ça, fait que je me suis comme découvert une passion pour ça. Écrire des scénarios, pas des films, mais comme des séries télé-fiction, je suis là-dedans. Là, j'ai un truc en développement. Tu dis des séries? Il y en a plusieurs en cours de route que tu... J'en ai une qui est... T'as-tu le droit d'en parler? Pas vraiment. Je peux dire que j'en ai une qui est en développement, mettons, final. C'est pas mal sûr là, que ça va aller en production. Là, donc là, c'est quoi, une dizaine d'affaires, une dizaine d'épisodes à écrire, puis là, il faut que tu déposes. Ils sont déjà écrits, mais il a fallu que j'écrive ça, puis j'en ai 2 autres en développement là, à différents stades. Puis t'es tout seul? Il y en a une autre que je suis avec quelqu'un, je suis avec un ami, puis l'autre, je suis tout seul aussi. Fait que j'en ai 2 tout seul, une avec quelqu'un. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'es mieux seul ou t'es mieux en équipe? Où ta zone de confort là-dedans? Ben, seul, ça va plus vite. Ouais. Ça évolue plus rapidement, sauf que tu stagnes plus rapidement aussi. Là. À un moment donné, t'es là, c'est circulaire, là, tes idées. Il faut que tu bandes ça sur quelqu'un pour améliorer le truc, là, je pense. Là. Ouais. Mais ouais, tu y vas à ton rythme aussi là, quand t'es tout seul. Fait que à 2, c'est toujours comme bon, t'es disponible quand, faut se faire un appel, je t'ai envoyé ça, quand t'auras le temps, tu me le renvoies. Fait que c'est vraiment, vraiment plus long. Mais au niveau de la création, je trouve que ça va plus rapidement. Aussi, ouais. Puis là, te connaissant, je doute que ça va être un sitcom traditionnel avec des rires en canne, mais who knows, peut-être. Non. Peut-être t'es capable de m'amener dans des drôles. Ça serait de ramener ça. T'as-tu vu la série, comment ça s'appelle? Kevin Go Fuck Yourself, c'est quelque chose du genre Kevin Fuck Yourself. Non, c'est sur quoi, HBO, genre un truc ben moi je l'ai commandé sur iTunes, mais je me rappelle plus si il s'est diffusé ou peut-être AMC, peut-être que je me trompe, je sais plus trop. Mais c'est une série c'est un sitcom comme classique là, comme super
super cheap sitcom des années 90, puis tout ça, mixé à une série extrêmement dramatique. Fait qu'on suit une fille qui, quand elle est à la maison dans sa famille avec son chum, il est super sexiste, macho, des jokes super grosses, des trucs qu'on n'entend plus maintenant. Puis ça, c'est elle à la maison. Puis là, t'entends les rires du public, puis tout ça. Puis quand lui est plus là au casseur de la maison, là, on change complètement, même au niveau de la direction photo, là, ça change, puis c'est plus dark un peu. Puis là, on suit les dessous de cette femme-là, la détresse qu'elle vit à la maison. Oh, ouais. Genre, elle se met à vouloir vendre de la drogue. En tout cas, c'est vraiment bizarre comme série. Fait que c'est tout ça pour te dire que ça peut être fait une sitcom revampée, différente. Ouais. C'est comme un commentaire aussi sur les sitcoms, sur les propos qui sont véhiculés dans ce genre d'affaires-là. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant. OK, je vais essayer d'aller trouver ça, ce truc-là. C'est intéressant, surtout que dans la comédie, écoute, là, je te pose d'autres questions sur ton écriture, mais non, ça me dérange pas. T'as-tu le droit de me dire si c'est une comédie ou si c'est styliste? Celle qui est le plus loin, là, les gens vont sûrement voir éventuellement, c'est une comédie dramatique. Là, dramatique, c'est ça. Mais sinon, j'en ai une qui est 100% de comédie. OK. Puis j'en ai une autre que je te dirais que c'est une comédie dramatique surréaliste. Fait que tu vois, comme il y a de l'humour quand même dans tes trucs. Il y a de l'humour tout le temps. Pas tout le temps. Ouais, il y a quand même souvent. Ouais. Assez souvent. Mais là, écoute, regarde, premièrement, avant j'ai plein d'affaires, je vais jaser avec toi, mais quand même, je vais aller dans les aveux. Parce que si aujourd'hui j'ai ce petit podcast-là, ça vient. Il y a deux responsables. Le premier, c'est toi. Le deuxième, c'est Jason Bajada qui va venir bientôt, qui m'a l'idée un peu sur comment faire le setup de ça, des conseils. Mais celui qui m'a donné vraiment le goût, c'est toi, parce que tu m'avais invité, j'ai vu c'était quoi, comment ça fonctionnait, j'avais trouvé ça vraiment le fun, ça m'était resté en tête, j'ai suivi ton podcast, que j'ai écouté, et là, j'ai décidé de me lancer là-dedans. D'ailleurs, je t'ai consulté, je t'avais écrit que je voulais faire ça, puis t'avais été super, tu m'as donné un super support là-dessus, puis je suis content que tu sois là aujourd'hui. Quand même, je dois aller avec la question que d'autres gens se posent aussi. Pourquoi t'as arrêté ton podcast? C'était trop de job. Tu trouves que de la job, toi? Pour l'instant, écoute, oui et non. Dans le sens que toi, tu te donnais quand même il y avait l'aspect visuel, les caméras. Ouais. Ça, pour moi, si je rajoutais ça maintenant, ça serait un peu l'enfer. Deuxième affaire, toi, tu étais tout seul. Ouais. Tu faisais tout seul. Tu sais, mettons, tu recevais un auteur, tu les livres, tu fais... je le fais aussi, là. Moi, j'ai quand même un coéquipier là-dedans. OK. Tu sais, donc... Oui, puis il est super cool. Il s'appelle Olivier. D'ailleurs, il était au podcast Dominique Tardif. Je l'ai présenté. Puis c'est ça, c'est mon voisin. Donc, c'est mon voisin qui est en secondaire 4. OK. Puis il fait les dossiers de recherche, puis il fait le montage, puis il réalise, puis c'est lui qui part avec le matériel, puis tout ça. T'es en business. Ouais, puis c'est cool. Puis lui, il apprend le métier là-dedans. Puis en fait, on l'apprend ensemble un peu. Puis il va venir une fois par mois faire une chronique de cinéma, parce que lui, il veut aller étudier en cinéma, puis il capote là-dessus. Maintenant, il va prendre de l'expérience de micro. Bref, je suis pas tout seul. Toi, t'étais peut-être tout seul plus. Ouais, mais je te dirais aussi je veux pas dire que j'avais fait le tour, là, parce qu'on s'entend qu'il y a toujours des gens intéressants à qui parler, mais tu sais, moi, ça partait aussi d'une volonté de parler à beaucoup de personnes que je trouve qu'on n'entend pas assez, puis donner comme la parole à différentes voix. Puis à un moment donné, j'en ai fait, je sais plus trop combien, là, plus que 50. T'en as fait pas mal. Peut-être 80, je m'en rappelle plus. Mais j'en ai fait beaucoup. Puis à un moment donné, j'étais comme, je sais plus trop qui inviter. Puis là, tu sais, je commençais à pédaler dans le vide. J'étais comme, OK, je réinvite-tu des gens que à un moment donné, je trouvais que ça pouvait tourner en rond. Puis j'étais là à la limite de ce que je pouvais faire, moi, tout seul. Mais t'avais des super invités, là, tu sais. J'essayais, tu sais. Mais c'est ça, à un moment donné. Mais il y aurait toujours eu des nouvelles personnes à inviter, puis des gens intéressants. Il y en a en masse, là. Mais c'est juste que, c'est ça, j'étais un peu épuisé aussi, là. Puis... je sais pas, je me rappelle plus. J'ai-tu arrêté pendant la pandémie? Ouais, fait c'est ça. À travers, je pense, si je regarde dans tes trucs, je checkais, c'était peut-être 2020, 2021, je pense que t'as shooté une dernière affaire. Ouais. Puis après, t'as fait... Ouais, okay. Ça s'en venait compliqué aussi, là. Tu sais, j'avais des invités comme, là, la pandémie, moi, je suis pas sûr, je veux pas venir chez vous. Puis là, j'étais comme, je comprends. Puis, non. Fait que c'est ça. Puis j'en ai fait quelques-uns par Zoom. Tu sais, la qualité, c'était pas ça. Fait que... Ouais, j'en ai fait moi aussi par Zoom. Puis tu sais, c'était comme... Regarde, je suis là, le dernier, 14 mai 2021, avec Kat Levac.
86e. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça, par exemple, parce que les salles qui n'avaient plus rien à cause de la pandémie, là, ils essayaient de trouver des affaires. Fait que là, ils m'ont invité à venir faire des podcasts dans la salle. Au début, c'était supposé être live, mais finalement, ils n'ont pas pu avoir de public. En tout cas, bref. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, c'est correct, les gens essaient de trouver des façons de divertir autrement. Là. Zoom a été bien pour ça, mais maintenant, mettons, ça tenterait pas de te relancer. Honnêtement, là, je repensais, tu sais, je suis allé revisiter des épisodes que tu as fait, puis il y avait tellement des bonnes affaires, on dirait que... Puis je suis certain que je suis pas le seul, hein. Je suis certain que tu n'as pas eu des commentaires de gens qui t'ont écrit déjà? Oh ouais, j'en ai qui m'écrivent. J'ai toujours régulièrement des gens qui me demandent comment c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, c'est quand les nouveaux épisodes. Puis man, t'avais un public, un auditoire plutôt, pardon, qui était tellement cool. La fois que j'ai passé, j'avais shooté ça de même. En tout cas, je dis, s'il y a des gens qui veulent venir voir un concert de musique classique, écrivez-moi, vous aurez un billet gratuit, puis vous me dites juste que vous écoutez l'épisode à Guillaume. Écoute, mais il y a plein de gens m'ont écrit, plein de gens sont venus, qui m'attendaient après le concert. Hey man, c'était vraiment pas ce que je m'attendais. Parce que c'était contemporain, mais il était super ouvert. Puis j'avais fait, OK, c'est quand même une cool gang qui écoute l'émission de Guillaume. T'sais. Ouais, tu sais, c'est sûr que si tu tapes un podcast là, de... Tu sais, à un moment donné, j'avais reçu un scientifique français qui nous parlait c'était quoi donc? C'était-tu sur les virus? Je me rappelle plus trop. En tout cas, bref, un truc super complexe. J'avais lu son livre au complet, puis j'essayais de comprendre sa patente, puis il était super intéressant finalement. Comme il était vraiment le fun. Fait, comme quelqu'un qui se tape ça au complet, il est gang. C'est quelqu'un qui ça y tente d'apprendre des affaires, puis qui est curieux. Fait que je pense que j'avais ce genre d'auditoire-là. Mais t'en écoutes ça encore? Toi-même des podcasts, un peu? J'ai moins le temps, c'est ça, avec les enfants. J'essaie de me mettre ça en background des fois, mais c'est plus difficile. Maintenant. J'ai de la misère. Même niveau musique, j'ai de la misère à suivre en ce moment. C'est difficile, les enfants, suivre tout ce qui se passe. Ce qui est bizarre, parce que, tu sais, le podcast aussi, comme je disais, tu m'as donné le goût de faire un podcast, mais aussi... L'idée, le concept, l'esthétique du podcast vient encore un peu à cause de toi, parce qu'à chaque fin d'année, on va parler de ça, parce que c'est quand même... je suis pas le seul à le penser. À chaque fin d'année, dans le temps des fêtes, tu sors ta fameuse liste. T'sais. Tu sors ta fameuse liste de choses qui t'ont fait triper. T'sais. Je truste plus cette liste que pas mal n'importe quel journaliste. Ah ouais, OK. Parce que c'est la liste la plus sincère. C'est la liste où tu t'exposes, c'est de la chose que, mettons... Puis, tu sais, tu fais toujours la même chose. Il y a de l'humour, il y a des films, il y a des téléséries, il y a de la news aussi. Ouais. Puis là, tu t'exposes, c'est quoi? En une ou deux phrases. Puis après, t'expliques pourquoi toi, c'est venu te chercher. Évidemment, et je te jure, chaque affaire que tu as postée, je les ai toutes, je t'ai toutes les consultées, je suis tout allé voir, parce que c'est vraiment écrit avec une plume sincère du cœur. Puis honnêtement, c'est pour ça que mon podcast, c'est un peu basé sur ce concept-là, où est-ce que je demande à un gens qui vont leur faire sur des choses qu'ils aiment. Parce que je trouve que c'est... Aujourd'hui, justement, puis je l'ai déjà dit, il en reste des critiques au Québec, il n'y en a plus vraiment beaucoup. Il y en a, c'est en voie de disparition. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Et aujourd'hui, il faut comme se tourner vers d'autres options. Puis je trouve que l'option, c'est la sincérité de gens qui sont, mine de rien, un peu dans le milieu puis qui en consomment. T'sais. Puis toi, t'en consommes. À chaque fois que je vois les listes, je me dis soit il magasine super bien, ou soit il en écoute tout le temps. Non, j'en écoute pas tout le temps. Je suis un magasineux, là. OK, c'est ça. Mais je te dirais que écoute, on en parlait tantôt que je suis un peu monomaniaque, là. C'est quelque chose que je découvre sur moi, là, à quel point je suis un passionné puis que j'ai besoin d'aller loin là, dans les affaires. Si je tombe sur, je sais pas, un type de série qui me fait triper, je vais vouloir voir d'autres affaires qui ressemblent à ça. Fait que là, je me mets à fouiller là-dessus, puis j'en trouve, puis là, j'en écoute, puis j'essaie toujours de trouver la meilleure affaire possible, écouter des trucs qui me surprennent, qui me font triper, puis quand tu essaies toujours d'aller chercher des affaires qui sont surprenantes, tu vas te rendre loin. À un moment donné, là, tu vas être rendu à écouter des trucs genre allemands sous-titrés par rapport, que t'es comme, OK, je suis peut-être rendu loin, là. C'était pas si intéressant que ça, cette affaire-là. Mais ouais, moi, je suis un peu comme ça. Puis c'est drôle que tu parles de ma liste, parce que ça, c'est quelque chose que les gens connaissent pas de moi, parce que c'est vraiment juste pour mes amis Facebook. T'es sérieux? Je le mets pas sur ma page, non, parce que je l'ai mis une fois. OK. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, tu sais, c'est juste un truc que j'ai envie de partager à mes amis, puis si j'ai envie de commenter. J'allais dire à tout le monde, abonnez-vous à la page. Je pense qu'ils peuvent s'abonner, puis peut-être qu'ils le verraient
pareil. Mais je suis pas sûr. Tu devrais, parce que je vais modifier les settings juste pour ton podcast pour que les gens puissent y avoir accès. Mais ouais, c'est drôle parce que ça vient du fait que moi, j'écris plus rien sur les réseaux sociaux. Autant sur ma page professionnelle. Je peux plugger des affaires, mettons, là, je suis en show, blablabla, c'est plus de la promo. Mais même sur ma page personnelle, je fais pas de statut. Moi, je commente jamais les affaires, ou presque, là, à moins que, genre, je peux te dire super cute, ta fille, là, tu sais, ça se peut, là. Ça, Mais c'est que j'avais écrit un commentaire à un moment donné sous le statut de je sais plus qui était un commentaire assez bitch sur quelqu'un. Mais tu sais, je le pensais pas vraiment. T'sais, c'était juste comme tout le monde était dans ce beat-là, sur ce thread-là. Ouais. J'ai lancé une chiennerie qui était très drôle. Okay. C'était comme trop drôle pour pas le dire. Okay. Puis là, c'est venu aux oreilles de cette personne-là. Puis cette personne-là était vraiment comme peinée et fâchée, déçue. Puis là, j'étais comme, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas que cette personne-là... Je voulais pas faire de la peine à cette personne-là, puis je me suis dit comme, pourquoi j'ai fait ça? Fait que je me suis établi des nouvelles règles sur les réseaux sociaux. Okay. Si j'ai à commenter ou à dire quelque chose, est-ce que c'est utile, de un? Est-ce qu'on a besoin d'entendre ça? Là? De deux, est-ce que je le backerais comme devant la personne si je parle de quelqu'un? Là? Mm-hmm. Puis de trois, est-ce que ça fait... Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça ajoute quelque chose dans l'univers? Puis ça coche jamais les cases. À chaque fois que j'ai envie d'écrire quelque chose, ça coche jamais ces cases-là. Fait que je me suis dit, je vais arrêter. Je vais arrêter de... J'ai pas besoin de... Tu sais, souvent, c'est pour ton ego aussi que tu fais ça. Ouais. C'est comme, j'ai une affaire clever à dire, ou j'ai un truc... Je pense que j'ai pensé à quelque chose que personne n'a pensé. Puis là, à un moment donné, tu réalises tout le temps que quelqu'un y a pensé aussi. Là, on a tous des pensées parallèles sur tout ce qui se passe dans l'actualité. Fait que ta joke là, qui te vient là, sur la reine Élisabeth, là, en ce moment, là, elle a été faite 1000 fois. Là. Ouais, fait que t'as pas besoin de l'écrire. Fait que c'est ça. Puis au final, j'ai réalisé que la seule affaire que j'avais vraiment envie de faire, c'était de partager les trucs que je trouve intéressants puis passionnants à mes c'est venu comme ça, amis. Ouais, vraiment. Littéralement. Ben, c'est parce que je faisais ça chaque année, là, ma petite liste, puis j'ai réalisé, c'est la seule affaire qui reste que j'ai quand même envie de faire encore, puis que c'est positif, puis si quelqu'un voit ça, puis ça lui fait découvrir quelque chose qu'il connaît pas, ben c'est super. Tant mieux. Mais voilà, c'est positif. C'est ça. Mais revenons à ton thread que tu avais écrit, puis que tu fais... j'ai fait de la peine, je voulais pas faire ça, je voulais juste faire une joke, puis je l'ai passé... Si ça te tente, on n'est pas obligé d'aller là, mais tu sais, parlons un peu, tu sais, souvent quand je nomme ton nom, les gens, en général, ils vont dire « Ah ouais, le gars des controverses. » Bon, OK. Ouais. Dans ces controverses-là, il y a quand même quelque chose qui ressemble un peu à ce thread-là que tu viens de nommer. Tu sais, tu as dit quelque chose pour faire rire la foule, parce que c'était surtout dans des contextes de scène, on va dire. Puis là, après, tu fais « OK. » Puis je sais qu'il y a des jokes, il y avait Marie-Mé, tu l'as retiré la joke. Après, il y avait Marie-Hélène que tu as reçu au podcast aussi, qui était super cool, en fait, que vous avez discuté de ça. Est-ce que justement, ce processus-là reste présent en ce moment? Mais même à ça, non, je dirais pas ça. Je t'avais vu une fois au bordel, tu étais rentré avec des jokes sur Céline, mon Dieu que c'était drôle. Puis tu avais fait... Tu sais, tu as encore ce côté-là grinçant que tu gardes, mais quand même, maintenant... le fait que tu retires, des fois, tu fais « Ah non, je veux pas faire ça, je veux pas là ». Est-ce que c'est omniprésent en ce moment dans ta création ou tu restes encore assez libre là-dessus? Mais là, on n'est pas sur les réseaux sociaux, là, on parle de création, d'écriture. On parle de scène. Ouais, mais j'ai toujours en réflexion là-dessus. Moi, là, je suis pas quelqu'un qui tient à ses affaires tant que ça. Tu sais, moi, quand je regarde mes trucs du passé, il y a bien des affaires que je suis comme « Ça, c'est pourquoi j'ai dit ça? Ça pas... » Tu sais, je regrette facilement. Même le dernier en 2019, le dernier que tu as sorti? Tout le temps, tout le temps, parce que j'essaie toujours de m'améliorer, puis j'ai comme une espèce d'idéal dans ma tête, une espèce de show parfait que je veux faire éventuellement, là, qui va vraiment bien communiquer ce que j'ai envie de communiquer, là, puis comme ça n'arrive jamais, parce que c'est trop difficile, tu sais. Mais c'est bien d'essayer d'atteindre un idéal qui n'arrivera jamais. Mais fait que je suis toujours en réflexion là-dessus, puis tu sais, souvent on parle de repousser la ligne, tu sais, de trouver où la limite, puis tout ça, puis quand tu essaies de flirter avec la limite, mais c'est sûr que tu la dépasses à un moment donné. Fait que si t'es pas capable d'admettre que, là, je suis allé trop loin, là, c'est comme, ouf. Parce que, tu sais, des fois, tu fais une blague que tu penses que toi, tu l'aperçois d'une certaine manière, puis à un moment donné, tu réalises que le public l'aperçoit d'une autre manière. Puis t'es-tu à l'aise avec la manière qu'ils vont percevoir cette blague-là? Tu sais, moi, je pense souvent à ça quand j'entends,
je vais nommer un nom parce que c'est comme plus clair, mais tu sais, comme mettons Guy Nantel, c'est dans son affaire. Il y a eu des controverses lui aussi là, par rapport à Alice Paquette et tout ça. Puis des trucs, des fois, qui peuvent être perçus comme racistes, mettons. Puis là, lui, il se défendait comme, ben là, c'est pas nécessairement mon opinion, c'est un personnage, blablabla, tout ça. Mais là, après ça, il faut aussi quand même que tu deals avec comment les gens vont percevoir ça. Tu sais, moi, je suis déjà allé voir un show à un moment donné de Peter McLeod, puis la manière que c'était perçu dans la salle, c'était un rire raciste. Tu sais, peu importe à quel point, toi, c'est ça que tu voulais faire sur scène, faut que tu deals avec la foule qui, elle... prendre le matériel et faire autre chose avec. Ouais, carrément. Mais après ça, tu peux aussi te défendre en disant comme, ben moi, c'était pas mon intention, puis je m'en lave les mains, je m'en fous, tu sais. Moi, je suis pas de même. Moi, je pense que c'est quand même un dialogue avec le public. On essaie d'échanger quelque chose. Moi, j'essaie d'échanger des idées avec eux autres. J'essaie de les repousser dans leurs tranchées. Des fois, peut-être les shaker dans leurs idées. Ouais. Puis si j'ai l'impression que je les shake pas de la bonne manière ou que je les amène dans une zone que je suis comme j'aime pas ça, comment que vous riez à ça, c'est peut-être pas... c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Je vais changer mes trucs, tu sais, où je vais me remettre en question, où je suis capable de m'excuser aussi. Ça, je trouve d'ailleurs, c'est bien difficile pour les humoristes de s'excuser. Je m'excuse. On l'entend pas bien gros, en fait. Rarement, on est beaucoup dans la liberté d'expression, puis j'ai bien le droit, puis si ça te choque, ben c'est ton problème. Même que ceux qui s'excusent sont souvent perçus comme des losers. Ben oui, mais moi ça a été ça, là, 100%. Là, c'est tu te mets à genoux, puis tu fais dire les choses de même. Ouais, l'affaire de Marilyn Thibas, c'était ça. Là. Hey, tiens-toi debout, c'est comme hey. Mais quand tu l'as invité au podcast? Non, quand que parce que suite à la blague, c'est pas ça que je voulais, puis je retire la blague, puis c'est pas important pour moi. Mais moi, c'est ça, j'ai reçu beaucoup de messages de ça, puis j'ai comme, voyons donc, c'est quoi votre conception d'être un être humain, tu sais, c'est... Ouais, c'est soutiens ton nez jusqu'à la fin. Mais, tu sais, je veux dire, moi, il y a des trucs que je peux tenir jusqu'au bout, mais pas une joke super méchante, gratuite, là. Ça sert à quoi de tenir à ça, tu sais? On s'en... Tu sais, c'est pas important. Je suis pas en train de faire une joke sur Monsanto puis ils m'ont poursuivi puis je tiens mon bout, là, c'est pas ça là. Non, je comprends. Puis c'est aussi comme en anglais ils disent bien talking shit là, tu dis tu parles. Ouais. Tu niaises. Ouais. Puis ça c'est un aspect aussi, tu sais, Dave Chappelle il en parle dans un de ses specials, je suis quand même d'accord avec lui sur qu'il faut quand même conserver ça là. Dire de la merde, tu sais, puis comme juste des fois être gratuit, être niaiseux, être bête, être méchant, ça existe, tu sais, ça a le droit d'exister. Mais ça peut être mal fait des fois. Mais encore, puis c'est encore le fameux truc que tu dis de Guy Nantel tantôt sur le fameux personnage, ça s'en vient tellement compliqué. Puis pour plein de raisons, parce qu'il y a bien des humoristes maintenant qui ont des plateformes. Ils ont des plateformes littéralement où ils ont un podcast une fois par semaine. Les gens s'attachent. Les gens vont comme découvrir plein d'aspects d'eux. Ils ont l'impression de toucher à la vraie personne. Ouais. Littéralement. Donc, quand ils viennent sur scène et qu'ils disent des choses, ben là, tu sais, on riait de l'époque où les gens voyaient des séries québécoises avec tel personnage. Puis ils voient le personnage dans l'autobus, ils faisaient « Mais pourquoi t'as fait ça, chien sale? » Puis les acteurs disaient « Ça n'a pas de bon sens. » Mais je pense qu'il se passe un peu, des fois, la même chose avec les humoristes. Les humoristes, c'est juste que la ligne, c'est pas des personnages, ils sont eux-mêmes, ils sont telle personne. Moi, il y a un humoriste que j'aime bien, d'ailleurs, qui vient la semaine prochaine à Montréal, Tom Segura, j'aime bien Tom. Lui, à un moment donné, il y a son podcast d'humour, à un moment donné, il était tellement tanné que tout le monde, avec ce personnage-là, qui est parti son autre podcast à côté qui s'appelle Tom Talks. Okay. Puis dans lequel il invite justement du monde de science, du monde de théâtre. Il a invité toutes sortes de gens, mais là, c'est juste pas de joke. Des fois, oui, il va y avoir quelque chose d'amusant de dire, mais à la base, c'est juste une discussion super honnête comme en ce moment. Puis là, puis lui, il a dit que c'était super libérateur, justement, de se séparer de ça, parce qu'il dit à un moment donné, les gens pensent vraiment que tout ce qu'on dit, c'est pour du cash. C'est dangereux, là, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est vraiment... Puis oui, t'as 100% raison. Sur scène, là, c'est toujours un personnage. Tu sais, c'est nous amplifiés. Mais tu sais, moi, sur scène, je veux dire, c'est une parcelle de ma personnalité que j'ai décidé d'exploiter, que je trouve drôle. Moi, je pense que je suis efficace quand je suis comme vitriolique et que je vais dans des zones qui font pas consensus, mettons. Je trouve ça drôle. Moi, ça, c'est mon terrain de jeu que j'aime. Mais il y a plein d'autres affaires que j'explore pas de ma personnalité. Puis c'est pour ça que quand je te parlais de fiction tantôt, comme moi, j'explore bien d'autres choses là-dedans, que ça me fait vraiment du bien. Mais ouais, on a de la misère à concevoir. Parce que je pense qu'au Québec, là, surtout au Québec, je dirais qu'aux États-Unis, c'est moins ça, mais on va voir un ami.
on va voir quelqu'un qu'on le trouve sympathique, on voudrait passer une soirée avec, en chum, puis tout ça, fait qu'on a vraiment l'impression de connaître cette personne-là, puis de passer du temps avec. Mais c'est un personnage, c'est un spectacle. Puis je pense que aussi, le gros problème, c'est quand on parlait de ceux qui sont pas capables de s'excuser, puis ça, c'est que j'en connais beaucoup d'humoristes qui finalement se sont pris au jeu leur propre personnage, qui deviennent dans la vie quasiment leur propre personnage, qui viennent à croire cette toute puissance, parce qu'il est puissant ton personnage de scène, tu sais, il se fait acclamer par des centaines puis des centaines de personnes, tu te fais dire que t'as raison tout le temps. Mais dans la vie, je veux dire, la vie, c'est nuancé. La vie, il y a plein de fois, t'as pas raison. On vit du stress, des dépressions. Tu sais, je veux dire, on est des êtres humains complexes. C'est plein d'affaires que tu peux pas amener sur scène. Fait que tu peux pas penser que t'es ton personnage tout puissant. Mais le problème, c'est que, oui, je suis d'accord avec toi, sauf que pendant ce temps, il y en a qui le font. Tu sais, il y a un show d'humour que tout le monde n'était pas d'accord. Tu sais, Anna Gabsy, là, tu sais, elle amène ça. Elle amène sa dépression. Elle amène sa vie la plus personnelle qu'on peut pas imaginer. T'as-tu vu son deuxième? Ouais. Tu sais, elle continue dans ça. Il y en a quelques-uns qui vont aller piger justement dans la douleur, de ce qui est le plus vrai, mais même là encore, il faut se rappeler que c'est un personnage. Mais c'est super difficile. Mais c'est parce que c'est un spectacle d'humour. Fait que là, mettons une dépression, on prend une dépression. C'est un spectacle d'humour. Fait que tu vas amener les angles qui vont faire rire, qui vont, oui, émouvoir des fois, puis toucher les gens, mais tu vas quand même amener juste certaines parcelles qui sont utiles pour toi. Oui. Mais écoute, regarde, cet été, je suis allé à Just for Love avec ma soeur, puis on est allé voir Neil Brennan, un nouveau show. J'avais super hâte de voir ça, une mise en scène, décor, machin. Il est rendu là. Oh oui, puis tu sais, il est allé avec, en plus, tu sais, le gars, je t'avais parlé d'un show In and of Itself d'Eric Delgado, l'espèce de magicien. Mais c'est lui qui fait la mise en scène. Okay. Donc là, tu sais, il est allé chercher du monde, il est allé chercher, tu sais, du monde talentueux avec des... Il est entouré sur scène, je vais vendre le punch, pas grave. Mais il est sur scène, il y a un gros décor, et il y a des objets qui sont sur les murs, puis là, pendant qu'il parle, il prend les objets, il les replace. Il y a comme une espèce... Puis tu sais, il y a des temps morts de silence. Puis il finit ça, là. Okay. Il finit ça, mon gars. Tu te sens pas bien, c'est triste. Il finit ça avec... Ça finit sans rire. Un blackout. Il finit... Tout le show, il y a des bonnes jokes. C'est quand même bien fait, c'est correct. Puis à la fin, il fait une espèce de tirade de 2 minutes sur le fait qu'il est pas bien, il se sent pas bien, il essaie de sortir de la dépression, il essaie tout... Et il espère juste vivre un peu plus longtemps. Fin du show. Mais lui, ça va pas bien là, dans sa tête. Là, je l'entends parler en podcast. Souvent, il a essayé genre la kétamine. Puis il a tout essayé. Il a tout essayé. Pauvre gars. Et c'est vraiment... et c'est super tragique. Il finit le show. Tout le monde applaudit semi-chaleureusement. Ben, au Québec, on se lève à rien. Tout le monde était debout en train de crier bravo. Mais c'était pas clair comme feeling. Ouais. Non, c'était pas clair comme feeling. Puis là, tu sais, j'ai fini ça. Je me suis dit, là, ma soeur, on se regarde. Ben, écoute, c'était cool de le voir parce qu'on l'aimait bien. Passe la soirée. Là, après, on va s'en voir plein d'autres shows. On va avoir un Midnight Special à minuit. À minuit, il se pointe avec d'autres matériels, mais là, juste du méchant, du raw. Il s'attaque après la fin. Et là, on riait. Okay. Puis là, c'était plus le personnage dépressif. Donc, oui, dans la vraie vie, je le sais qu'il est dépressif. Mais quand il va sur scène, il joue aussi son rôle de dépressif. Puis c'est difficile de faire la part des choses. Même moi qui est au courant complètement, j'avais de la misère à regarder ça. Puis je pense que, écoute, si en plus, moi qui est dans le milieu de la musique et de la scène, j'ai de la misère. J'ose pas imaginer ceux qui connaissent pas ça puis qui regardent ça aller puis qui font ah, OK, il est comme ça. Pour faire comprendre clairement là, aux gens qui écoutent là, en quoi on est des personnages, c'est comme, pensez-vous vraiment que je suis tout le temps de bonne humeur quand je monte sur scène? Pensez-vous qu'à chaque fois, ça va bien dans ma vie? C'est comme, mais vous le verrez pas parce que, je veux dire... C'est ma job, je l'ai répété, et je sais comment vous faire croire que ça va bien, puis que c'est cool, puis on va passer un bon moment, puis au final, je finis par me croire moi-même là-dedans. Je finis par rentrer dans un mood faut que tu réussisses à te mentir un peu. Exact, tu sais, puis leur énergie aussi va m'aider là-dedans, mais ça vous fait comprendre que c'est pas... ce que vous voyez, c'est pas nécessairement ce qui se passe pour vrai. Ben non, c'est clair. Hey, je me demandais, là, tu disais que bon, t'as écrit quelques sketchs,
ici et là pour le festival, tu as fait des apparitions. Est-ce que, quand même, à travers tout ça, tu essaies de faire un casse-tête pour un prochain show ou même pas, tu donnes pas ce... J'y pense. Tu sais, je veux dire, j'ai eu beaucoup de sujets, beaucoup de talles où je me dis, ça ferait un show, puis là, je vais là-dedans, puis tout ça, puis là, non, j'ai une autre idée, puis je vais là-dedans. Fait qu'au final, j'ai beaucoup de pistes, beaucoup d'affaires, mais non, puis je le sais pas quand je vais faire ça à nouveau avec des enfants, puis tout ça. Je trouve ça... Je trippe trop à être un papa, là, je veux passer le plus de temps possible, puis je sais pas, tu sais, je veux dire, la tournée, c'est quelque chose, là. C'est, être à Amos, puis à Val-d'Or, puis tout ça, puis là, t'es au Quality Inn, puis là, t'es tout seul, puis tu brosses un peu le lendemain de devoir déjeuner, tu fais le show. Tu sais, c'est... dans vingtaine, c'est génial. Quand t'as des enfants, je l'ai pas fait encore avec des enfants, je suis sûr que c'est rough. Fait que... Ta blonde, l'as-tu fait à date? Elle a fait quelques shows, elle a trouvé ça très difficile aussi. Okay. On est des parents bien attachés, on aime bien notre petit cocon, notre petit milieu. Puis ça, moi, j'ai trouvé ce total-là aussi d'écrire de la fiction. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait tellement bien avec ma vie, tu sais. Mm-hmm. Fait que je suis beaucoup là-dedans en ce moment, j'explore ça. Mais la scène, ça fait partie de moi, là. Ça... Mais ta blonde, ça va pas sur une popée stretch d'ailleurs, bientôt? Ouais, c'est ça va être un beau défi. C'est ça, puis ça prend un backbone aussi qui est là, qui est à la maison, puis qui est pas en tournée non plus. Non, inquiète-toi pas, moi, je vis la même chose. Ma blonde, elle s'en va tourner avec l'OSM pendant 2 semaines à peu près. Puis l'année prochaine, c'est moi qui pars. Tu sais, c'est toujours... on a une espèce de négociation qu'on se disait maximum chacun 2 tournées par année. That's it. Puis, nous autres, des tournées, c'est 2 semaines en ligne. Mais quand même. Ouais, puis c'est le max. Parce qu'après ça, ça trop... Et puis c'est pas rien que ça, c'est que les enfants, même mes filles sont cool. Très cool avec ça. Puis ils deviennent super sympathiques. Mettons, ils savent qu'il manque un parent, ils vont comme moins être exigeants avec nous autres, là, individuellement. Mais ça demeure quand même que la petite cellule familiale est bien le fun quand tout le monde est là. C'est moins stressant. Peut-être que je vieillis, là, mais comme je réalise à quel point ça, c'est précieux. J'ai perdu mon père aussi cette année. T'sais. Ouais, je sais, c'était tough, ça. Fait que, ça a été tough. C'est comme une année tough en général, mais comme je réalise... À travers tout ça, je suis quelqu'un de très positif. J'ai découvert ça. Je pensais pas que je l'étais, mais j'ai comme vraiment... Mon minding est très positif. Mais c'est ça, j'ai réalisé que, mon Dieu, c'est vraiment... Je suis privilégié de vivre ça, premièrement. Puis je suis vraiment privilégié de pouvoir faire des choix aussi, justement. Là, Je peux décider, je peux rester un peu plus à la maison, m'arranger avec ma blonde. Puis on a beaucoup de temps dans la journée, nous autres. Fait que je profite de ça. Je l'embrasse aussi. Puis j'ai pas envie de... Tu sais, j'en vois là, autour de moi là, qui disent oui à tout, sont partout, ils font de la radio, de la télé, ils sont en tournée, puis ils sont extrêmement malheureux. Des fois, c'est des parents aussi, puis ils sont comme, c'est difficile, puis on dirait que je suis moins attaché, parce que, en fait, là, mon enfant est moins attaché, elle a mis plus la... Tu sais, j'ai pas envie là, de ça du tout. Non. Jamais. Non, puis c'est du temps quelque. Puis là, comme tu dis, t'as perdu ton père, puis ça, c'est... J'ose pas imaginer cette affaire-là, un jour, ça arrive à tous, mais tu sais, c'est de redéfinir un peu, toi, comme père, t'es qui aussi, là? Mm-hmm. Ça a dû te brasser tes valeurs de père immédiat envers tes enfants. Tu te dis, crime, il faut que... Comment je veux être? Mais là, t'as l'air impliqué, puis en plus, t'as l'air de triper, man. Ça, c'est... Ouais, non, c'est la belle affaire. Ça vient beaucoup de mon père, tu sais. Mon père était vraiment quelqu'un d'impliqué, là, tu sais, je te dirais qu'il était dans la première génération un peu là, de père comme lui. Il faisait à manger, il faisait la vaisselle, il faisait le lavage, il était souvent à la maison. Il y a eu des périodes difficiles où il manquait de job, il n'y avait aucun problème avec ça. Beaucoup d'affection aussi. Là, fait que j'ai eu un bon modèle pour ça. Là. C'est bon, ça. Il y a une question que je me suis dit, c'est fou, on n'en a jamais vraiment réellement parlé. Mais c'est à quel âge que tu as appris que tu partageais le même nom de famille d'un grand compositeur allemand antisémite? Très antisémite. Très. C'est quelque chose. Je pense quand même assez jeune. Ah oui? OK. Parce que je devais... Ouais, très jeune même, parce que souvent, c'était ça notre référent pour les gens, pour faire comprendre... Parce que les gens... Tu sais, maintenant, il y a des Wagner, il y en a partout, là. Mm-hmm. Tu sais, même dans le sport, il y en a au football, il y en a au basket, il y en a partout. Fait que là, le nom est circulé, est entendu, mais à l'époque, je me rappelle que, moi, dans les années 90, on était comme, je pense, 3 familles Wagner au Québec. Il n'y en avait pas tant que ça. Mais t'as-tu déjà fait un peu la recherche de l'origine de comment c'est arrivé ici, les Wagner? Mes parents ont fait ça. C'est quand même curieux. Ouais, je pense que c'était comme des mercenaires, j'ai entendu. Mais en tout cas, je sais pas trop. Je veux pas dire n'importe quoi. J'ai entendu cette information-là, puis ma mère était comme, non, j'ai pas entendu ça. Fait que, comme dans ma famille, ça s'entend pas, ça vient d'où, là?
Fait que je veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est ça, le Wagner, comme on se faisait toujours massacrer notre nom, on se faisait toujours appeler Wagner. Wagner. Ouais, c'est bon ça. On pensait que c'était américain. Fait que rapidement, on disait comme le compositeur Richard Wagner. Ça, c'était clair que c'était Richard Wagner. Puis après ça, j'ai écouté ses affaires qui sont très... qui sont intenses. Très. D'ailleurs, c'est comme ça a l'air que ça a inspiré le heavy metal, cette affaire-là. Ouais, sur le fameux mur du son avec les quintes parallèles, tout ça. Là, il y a eu des théories là-dessus. Ouais, mais ça, c'est très cinématographique aussi, ce qui fait... Mais moi, ça m'amène parce que, tu sais, je pensais à toi parce qu'il y a un livre super bon. Tu connais-tu Alex Ross du New York Times? C'est un musicologue critique de musique qui a écrit un livre qui est vraiment trippant qui s'appelait The Rest is Noise. Et après ça, il a écrit plein de trucs. Puis là, il vient de publier un truc qui s'appelle Wagnerism, A Life of Art and Politics. Puis c'est comme en détail, justement, sur ce compositeur-là, qui même à l'époque était aussi assez détesté et qui avait des propos, disons, assez mouvementés et qui crée encore beaucoup de problèmes au sein de la communauté juive. Il y a des gens qui veulent plus jamais l'enseigner, qui veulent plus le jouer. D'autres, au contraire, veulent qu'on oublie l'histoire, mais qu'on continue à le jouer. Il y a vraiment deux écoles de pensée là-dessus. C'est assez intéressant, en fait, quand tu te lances à imaginer. Puis ce qui est triste, c'est que, mine de rien, même les musicologues le disent, on peut pas passer à côté de lui parce qu'il a changé des choses dans la structure de comment composer une toune. Donc, mais bref, donc... Mais moi, j'ai lu au complet le Nietzsche contre Wagner. Il y a un livre, c'est juste Nietzsche qui blaste Richard Wagner parce que c'était son ami. Ouais. Puis il était bien déçu de... En tout cas, c'est vraiment étrange, ce livre-là. Là. Tu sais, comme Nietzsche était très... idéaliste, genre comme la musique de Wagner allait changer le monde, tu comprends, là, comme la manière que les opéras étaient construits, puis tout ça, lui, il voulait, comme il était dans une utopie incroyable. Puis à un moment donné, il a réalisé que Richard Wagner, c'était pas son buzz, là. S'il voulait changer le monde, c'était pour... C'était pas pour le mieux. Non, c'est ça. Ça allait pas être pour le mieux. Fait qu'il t'as lu ça, en plus? Wow, okay. J'ai lu ça, mais je me demandais, comme, qu'est-ce qu'il peut bien dire pendant un livre complet, puis c'était ça. Mais c'était beaucoup plus esthétique qu'autre chose. Je pensais qu'elle allait entrer dans l'antisémitisme plus que ça. Mais il y a par contre, si les gens sont intéressés sur l'antisémitisme de Wagner, il existe des tonnes et des tonnes de livres là, qui vont en détail là-dessus. Puis c'est un peu dark, mais bon, peut-être vous voulez consommer d'autres choses. Plus c'est intéressant ce que tu dis par rapport à son antisémitisme, parce que je trouve que Nietzsche aussi, c'est un bon exemple. T'sais, comme Nietzsche est super misogyne dans ses affaires, là, super sexiste, comme d'une manière, comme, mon Dieu, comment tu peux être aussi intelligent sur certains trucs, puis aussi off sur d'autres trucs, mais il était juste frustré là, aussi, sexuellement, amoureusement, puis tout ça. Mais est-ce qu'on va juste effacer ça parce qu'on n'aime pas ça? On peut pas, en fait. Je veux dire, ce gars-là a révolutionné la philosophie puis la civilisation occidentale au grand complet. Non, puis écoute, puis là, de plus en plus, on va te confronter encore plus à ces idées-là. Dernièrement, moi, c'est de... Puis là, c'est pas Nietzsche, c'est pas Wagner, c'est d'autres choses, on est dans l'humour, mais tu sais, toute l'espèce de comeback de Louis C.K. en ce moment, je sais pas si tu suis un peu, tu sais, Louis C.K., là, il est de retour, il fait des podcasts, il est partout. J'ai pogné un bout de celui avec Rogan, puis j'ai écouté son nouveau spectacle, j'ai pas écouté son film, par exemple. Il y a son film qui vient de sortir, 4th of July, qui est sur l'alcool. Moi je l'ai pas encore vu, mais le sujet m'intéresse énormément, parce que c'est une histoire d'un musicien alcoolique, puis moi, Dieu sait qu'il y a beaucoup de musiciens alcooliques, qui essaie justement de coper avec ça, qui réaffronte sa famille et qui essaie de se tenir tranquille, puis c'est super difficile, puis c'est sur l'anxiété, tout ça, puis c'est comme des sujets qui m'attirent énormément. Évidemment, je suis curieux, mais toi, comment tu regardes ça, tu sais, parce que là, il est vraiment, il est de retour, il fait une stratégie d'aller en Europe où en Europe, ça, les gens s'en foutaient un peu, il tournait à Prague, en Russie. Mais je pense que c'était plus pour attendre que ça se calme, que ça se calme, un peu, là. Caché, puis là, je pense que là, il est revenu, puis même, il en parle. Il en parle publiquement de tout ça. C'est comme une étrange rédemption. Je l'ai pas entendu en parler, par exemple. Il en parle dans les podcasts? Il parle de ses actions. Non. J'ai plus entendu comment il a reçu la nouvelle de ça, comment tout s'est effacé autour de lui pendant cette période-là. Bon, mais tu sais, est-ce que les gens... Puis comment il a racheté tous les droits de sa télésérie? C'est intense, là. C'est disponible sur son site maintenant. Maintenant, il fait quelque chose
qui est intéressant, c'est que de plus en plus, puis pas rien qu'en humour, en musique, tout ça, les gens vont de plus en plus se détacher de plateformes puis vont vendre des choses individuellement là, sur leur truc. Ce qui n'est pas un mauvais modèle, je trouve. C'est limite intéressant, c'est que ça veut dire que c'est un peu comme, comment ils appellent ça, l'espèce de truc sur les stars du porno qui sont là-dessus. Là. Tu sais de quoi je parle? Voyons, c'est sur Instagram. Tu peux OnlyFans? OnlyFans, c'est un peu le modèle, mais version artistique où tu t'encourages ton artiste directement. Ouais. Bon, lui, il fait ça. En même temps, lui, ça le servait parce qu'il savait qu'il n'y a personne qui va financer quoi que ce soit. Fox, ils lui ont vendu sa série vraiment pas cher parce que de toute façon, ils ne veulent plus la diffuser. Il n'y avait plus d'argent à faire avec cette série. Ben, il dit, moi, je vais l'acheter, puis au pire, je vais peut-être, si je suis chanceux, les gens vont l'acheter pour encourager. Bon, lui, il est dans ce modèle-là. Difficile un peu de se positionner là-dessus. T'sais. Ouais, mais c'est du cas par cas. Louis C.K., je te dirais que, tu sais, j'étais... C'est niaiseux, là, ce que je vais dire, là, puis comme ça va mal passer dans la manière que je vais le dire, mais comme j'ai été déçu artistiquement dans cette affaire-là, dans le sens que... Tu disais le show Sorry? Ou tu disais l'artiste en général? Ben... tout ce qui a suivi ces affaires-là. Il n'avait jamais vraiment adressé ça sur scène. Jamais vraiment été... j'ai jamais vraiment excusé, en fait. Juste fait quasiment comme si de rien n'était. Il y a un peu une blague là-dessus dans son show Sorry, là, avec Sorry en arrière, mais comme il l'adresse pas vraiment. Fait que j'étais comme, OK, mais comme... Tu sais, être humoriste, c'est quand même y aller le plus loin possible dans l'honnêteté. Explorer des affaires, tu sais, c'est un gars qui était supposé d'explorer des sujets tabous, blablabla, parce que le plus gros tabou, là, il est là, puis là, tout le monde est d'accord là-dessus. Vas-y dedans, puis je veux dire, Richard Pryor, il a fait sa carrière avec ça, là, il faisait des trucs, genre, incroyables, là, dans sa vie personnelle, puis après ça, il allait en parler sur scène, puis c'est ce qui fait qu'on considère que c'est comme le meilleur de tous les temps. Tu sais, comme juste, pas éduquer les gens, mais comme... Tu sais, démontrer que t'es un être humain complexe puis que t'as des zones d'ombre qui peuvent être épouvantables puis essayer d'aller trouver quelque chose d'artistiquement intéressant à dire là-dedans, j'aurais aimé ça, mettons. Tu sais, je veux dire, Aziz Ansari l'a fait un peu dans un de ses spectacles. Ouais, je sais pas à quel point c'était réussi. Puis c'était peut-être un peu... je dirais pas manipulateur, mais dans le sens que, tu sais, c'était un peu PR. Ouais. Mais tu sais, au moins, il essayait un peu d'aller là-dedans, puis tu sais, lui, c'était beaucoup moins grave, là, on s'entend, là. Ouais. Mais ouais, là, j'étais un peu mal à l'aise avec le fait que Louis C.K. fasse comme si ça s'était jamais passé. Je l'ai entendu dans le podcast de Joe Rogan aussi, justement, où il y a un long passage où tout le monde parle de masturbation un peu... de manière un peu weird. Puis là, je sais comme, OK. Fait que sujet qui était tout le temps présent dans sa télésérie aussi, tu sais. C'est là que des fois tu fais... il parle tout le temps de masturbation, puis c'est comme, OK, mais là, tu slack là-dessus maintenant. C'est comme malaisant. Puis j'ai vraiment été mal à l'aise dans son dernier spectacle, là, où il arrive, puis là, tout le monde l'acclame comme si c'était le retour de Jésus, mais c'est très bizarre. Je comprends de dire comme, hey, on est content que tu sois de retour parce qu'on aime ce que tu fais, mais qu'est-ce que ça envoie comme message à toutes les victimes de faire comme si, OK, t'es de retour, puis t'aurais jamais dû partir, puis on t'aime assez. C'est très étrange, tout ça. Oui, non, c'est clair. Puis c'est en plus, c'est sans compter que c'est filmé, c'est léché, le son au maximum, les applaudissements, les cris, là, tu sais, monte. Puis il y a toujours quelque chose... Ouais, c'est ça, exact. Il y a toujours quelque chose d'égo aussi dans le stand-up, la présentation du stand-up. Puis il y a toujours quelque chose de... on glorifie certaines personnes, puis on les place sur un piédestal, puis c'est comme, hey, je pense qu'on a eu la leçon qu'on devrait peut-être pas le placer sur un piédestal, ce gars-là. Non, puis aussi, c'est vrai, t'as raison, toute l'affaire de notion de rockstar, ça, c'est une affaire que je commence à tanner un peu des façons que les gens filment les shows de stand-up. Là, en ce moment, il y a cette espèce de mode, que d'ailleurs, t'as participé en mettant ton show en ligne sur YouTube gratos. Ouais. Tu sais, l'espèce de mode que maintenant, les gens vont filmer, puis tu payes pas. Ils le mettent sur YouTube. Voilà, ça passe là. Puis c'est tout chaud filmé. Ce que j'aime, c'est qu'évidemment, s'ils le mettent gratuit, ils perdent de l'argent. Ils vont le filmer plus intime. Puis c'est raw. Ça part. Paf. Je sais pas si t'en as-tu regardé un peu des shows gratuits de même qui sont sortis? Ouais, j'en ai vu. C'est ça. Il y en a de plus en plus. Moi, j'ai bien aimé Shane Gillis. Je l'ai trouvé bon. Puis c'est Shane, c'est super. Ça commence. Je pense que ça dit même pas in now, ladies. Non, c'est juste. Il arrive sur la scène. OK, allô, tape. Il part. Puis c'est filmé. C'est 250 personnes. Je trouve que de plus en plus. Moi, à chaque fois, c'est que je l'avais vendu.
mais à un moment donné, tu récupères les droits, puis là, moi, dans ce temps-là, je le mets gratuit. Je vais pas commencer à essayer de continuer à le vendre. Le but, c'est quand même que ça soit écouter un spectacle. Là, exactement, mais ça a quand même attiré pas mal de views aussi. Ouais, les gens, c'est intéressant, je trouve, parce que les gens maintenant décident, regarde, je le mets gratuit. Ça va me faire vendre des billets, ça va me chercher du monde qui vont être intéressés à ça. Il y a tellement de différentes manières aussi de communiquer ton art maintenant. Je trouve ça intéressant. Moi, je suis un gros fan d'un humoriste britannique qui s'appelle Daniel Kitson, qui est un gars qui a une stratégie qui est complètement dans le sens inverse de tout le monde. Lui, il met pas beaucoup de spectacles disponibles, il filme jamais. Je pense qu'il en a filmé un, mais c'était plus un show de théâtre. Puis, des fois, il en sort, mais c'est un show de 2009, une vieille affaire qui a enregistré l'audio, puis là, il faut que tu payes, mais c'est difficile à trouver ces trucs, en tout cas. Mais lui, il fait pas d'entrevue, jamais, il ne voit jamais à la télé, c'est juste du bouche à oreille. Puis, récemment, il a sorti un vinyle, il en a juste imprimé 400. Puis ça existe juste, ce show-là ne sera jamais mis sur Internet, puis tout ça. Fait que j'ai écouté ça chez nous, puis c'est comme spécialement pour toi là, que ça a été fait, là, comme il y en a juste 400 qui vont l'entendre. J'ai écouté ça, puis c'était un très bon show, c'était très intéressant. Puis dans le vinyle, il disait, souvent des gens ils demandaient pourquoi tu fais juste un vinyle, puis tu le mets pas sur Internet, puis il répond, ça serait comme mettre des... comment on appelle ça, des chairlifts. Un chairlift c'est comme mettre un chairlift sur une montagne. Mais dans le sens que, oui, c'est utile, mais crime, si tu la montes à pied, c'est vraiment plus gratifiant au final, puis t'as vécu quelque chose d'unique que personne d'autre a vécu. Le pire, c'est qu'il y a quand même raison. Le petit thrill, là. Le petit thrill de OK, là, j'ai-tu ma copie, tu commandes, tu veux l'avoir faire rare. Puis les phénomènes de rareté encore, c'est trippant, là. Puis ça crée un rapport très intime avec l'artiste aussi, là, tu sais. Fait qu'il y a différentes manières d'aborder ça. Tu peux le mettre gratuit comme tu peux le mettre super obscur, puis... C'est assez drôle, ça. Puis t'en as-tu d'autres des petits cachotteries comme ça d'humoristes que je connais pas, là, qui te font tripper un peu en ce moment? Je pense que je t'en ai déjà parlé, mais Stuart Lee a sorti un nouveau spectacle, ça s'appelle Snowflake, très très bon. D'ailleurs, dans le spectacle, il blast beaucoup Dave Chappelle et Ricky Gervais, c'est vraiment bien. Je l'ai pas vu encore, mais tu sais, j'ai lu un article sur la petite perche vers Ricky Gervais, puis Ricky Gervais qui a pogné non plus. Il a pogné, non, il a pas aimé ça. J'ai pas suivi ça. Ça a sorti hier, là, ils sont en train de se pogner sur le web, là, je sais pas trop. C'est surprenant que Stuart Lee, lui, se pogne parce qu'il est pas vraiment sur Internet. Puis, je sais pas trop, mais il est intéressant, ce gars-là. Mais ça, je l'ai pas vu. Mais c'est très drôle. L'angle est vraiment niaiseux, là, sa blague, il fait juste dire que, dans le fond, Ricky Gervais est toujours en présentation de je vais dire les trucs tabous, je vais aller trop loin, je vais dire des affaires qui peuvent pas se dire, t'sais. Mais au final, il fait juste dire des affaires qu'on entend partout, là, des trucs super réactionnaires que tout chroniqueur disent. Fait que là, il fait juste imaginer si Ricky Gervais faisait un spectacle où il disait vraiment des affaires qu'il a pas le droit de dire, puis là, il imite Ricky Gervais qui est juste comme il y a rien qui sort à chaque fois qu'il essaie d'ouvrir la bouche, puis ça dure super longtemps. Mais c'est assez bon enfant au final, c'est un peu niaiseux. Mais je comprends de Ricky Gervais d'avoir pogné les nerfs parce que c'est un peu insultant. Mais t'es pas venu au festival GFL cette année? J'ai vu un seul show, Gerald Carmichael. OK. C'était comment? Quand on parlait tantôt là, d'avoir un personnage sur scène puis tout ça, c'est la personne que j'ai vue qui s'approche le plus, j'ai l'impression, je le connais pas du tout, mais il essaie de s'approcher le plus de lui, qui est, de sa vérité. Puis le spectacle, c'était comme quelque chose qui n'est pas rodé. C'est ça l'affaire que j'ai entendu dire. Moi, j'ai des amis qui étaient comme « OK, c'est cool, c'est imparfait. » Il y en a qui m'ont dit « Man, je voulais m'en aller et hurler là, tellement que c'était pas rodé. » Ouais, j'ai le droit à des réactions différentes là-dessus. Ben, tu sais, je veux dire, clairement, c'était pas rodé, mais il arrive avec son pad, là, puis il y a plein de notes. Puis là, s'il est assis, puis il check ça un peu. Puis il parle beaucoup de, tu sais, lui a fait son coming out dans son spectacle, son special HBO, Rottaniel, que ça s'appelle. Ouais. Puis il parle des répercussions de ça, de c'est quoi sa vie maintenant, qu'il a fait son coming out, puis que c'est su, puis que sa famille le sait. Puis il est beaucoup dans la sincérité, peut-être un petit peu trop des fois. Okay. Les gens viennent un peu mal à l'aise, mais tu vois que sur scène, ce qu'il essayait de faire, c'était d'explorer sa vérité, puis de voir comme OK, jusqu'où vous voulez me connaître. Okay. Puis des fois, il y avait un certain... ça se faisait repousser un peu. Non, ça, ce bout-là. Parce que tu sais, il parle qu'il est...
maintenant qu'il est out, il est très slut. Comme il couche avec plein de gars. Comme il fait que, puis il parle à quel point c'est rendu que ça m'emmerde un peu, mais je continue à le faire pareil. Fait que tu sais, il va vraiment dans son intimité. Puis les gens, étaient comme, ouais, je suis pas sûr que je voulais en savoir autant. Mais c'est très intéressant. Puis tu vois, lui, sa manière de roder, ça semble être ça. Là, on va y aller dans des trucs très vrais. Puis à un moment donné, on va trouver. Je pense que Richard Pryor rodait aussi beaucoup comme ça, apparemment. Là, il arrivait sur scène le lundi, puis il faisait juste parler de sa vie, puis c'était pourri. Toi, t'as jamais écrit de même, toi? Non, moi, je suis pas capable de faire ça. Moi, ça m'impressionne bien gros. Des gens qui sont capables de faire ça, parce que moi, comme, je suis quand même nerveux. Sur scène, là, je veux que ça rie. Là, comme, si ça rit pas pendant, mettons, 4-5 minutes, j'ai chaud, là, je suis comme, on peut-tu, genre, avoir du fun aussi là-dedans? Eux autres, ça a pas l'air d'aller déranger. Non. Eux autres s'installent, prennent le micro, puis ils rantent, puis ils partent, puis c'est pas grave. Mais je te dirais que c'est quand même c'est des talents exceptionnels aussi. Là, George Carmichael, tu le voyais, là, à un moment donné, ça allait pas bien, puis il te sort une joke là, bien placée, puis il se surprend lui-même parce que c'est pas quelque chose qu'il a répété. Ils se mettent dans un état de danger ou qu'ils stressent, surtout aussi, ils ont chaud, puis ils s'en sortent, puis là, ils sont yes, fait que ça c'est bon. Si j'ai trouvé cette joke-là, puis ça m'a sorti du trou, je vais la garder. Moi, c'est ma révélation, puis je te l'avais dit, là, c'est James Acaster que j'ai vu, qui est venu faire. J'ai pas vu le show complet, il est venu faire un tour dans une soirée, il a fait un genre 25 minutes. Man, le talent de ce gars-là, c'est démesuré. C'est un des meilleurs en ce moment. Je pense peut-être le meilleur, je sais pas. Tu sais, quand même, le show, c'était quoi? Le show s'appelait Welcome Hecklers, tu sais. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai pas vu le show, moi, j'ai juste vu un bout. Mais ce qu'il faisait, c'est que ça dit un message là, au début qu'ils disent si vous intervenez, si vous dites des choses pendant le spectacle ou comme au stand-up, ben, on vous sort de la salle. Lui, ça disait vous êtes invité à écœurer le stand-up pendant. Je veux dire, c'est complètement débile. Moi, ça me semble. L'enfer. Mais Virginie Fortin, elle l'a vu, elle m'en a parlé. Puis apparemment, c'est pas ça le show. T'sais. Non, je sais. Mais ça a l'air que c'est juste une manière finalement de. Mais il disait que ça. Moi, j'ai écouté en entrevue, il dit que ça dépend de la place. Parce qu'il dit il y a des places où les gens sont plus impolis. T'sais. Puis les gens veulent partir. Mais il dit qu'il y a 60% de matériel. Puis il y a un 40% de libre, mais il dit souvent. Je me retrouve à faire 40% de matériel. Ah ouais? Hein? Ouais. Mais quand même, 40% de matériel vrai, puis le reste, c'est comme out there, je sais pas. Mais lui, c'est tout un talent, là. Oh, ouais. Dans les tops en ce moment. Puis moi, de plus en plus, je connecte beaucoup plus avec l'humour britannique. Australien aussi. Australien, on oublie l'Australie, mais ils ont des grands talents aussi, t'as raison. Vraiment, vraiment. Hey man, mais là, on parle trop d'affaires comme ça. On va se lancer tout de suite dans la prescription. Bon, et c'est on dit c'est la prescription avec Dr. Fred. C'est pas la prescription de docteur, mais c'est plutôt celle de Monsieur Wagner cette fois-ci. Alors, l'ami, je t'écoute. Ben écoute, c'est quelque chose que tu as vu. OK. Mais on va pouvoir en parler, justement. Ah oui, allons-y. The Rehearsal de T'as-tu fini? Fielder, j'allais fini. Moi aussi. Tu sais, quand on parlait tantôt de... Tu sais, ça, c'est une affaire qui revient souvent, là, autant que le spectacle de Dave Chappelle, là, The Closer, puis tu sais, Ricky Gervais, puis ils sont comme, moi, je repousse les limites, puis tu sais, au final, pas pantoute. Tu sais, toutes des affaires que j'ai déjà entendues. Mais tu sais, ceci dit, Dave Chappelle, je le trouve drôle quand même, là, dans tout ça. Oh, oui. Mais j'aime pas cet angle-là de qui pense, on t'entend, il repousse quelque chose. Nathan Fielder, lui, il repousse quelque chose que je suis comme... pas sûr. Je suis comme, OK, ouais, je suis pas sûr qu'on devrait... On devrait peut-être mettre en contexte c'est quoi. Ouais, shoot. The Rehearsal. C'est dur à expliquer quand même. Ah, ben ça, je peux essayer. Ben regarde, on peut se compléter là-dedans. Vas-y, puis je vais rajouter les trucs que je pense qu'il manque. Vas-y. En fait, son idée, c'est que tout le monde, on vit des situations, des fois, qui sont difficiles. Mettons, je sais pas, là, annoncer à quelqu'un que tu casses ou que tu laisses une job ou whatever. Quelque chose qui est stressant. Son idée, c'était de pratiquer cette affaire-là. Donc, il va chercher des gens, du vrai monde, il est allé sur, pas des comédiens. Sur une application at large qu'il a lancée sur
Comment ça s'appelle, non? Je me souviens plus lesquels, mais en tout cas, il a lancé un appel, mais anonyme. Là. Tu ne fais pas savoir c'était quoi exactement. Là, ouais. Puis les gens ont répondu. Fait que lui, il va voir ces gens-là, puis là, il leur explique le problème qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent pratiquer exactement. Puis là, lui, après ça, il construit un set complet, là, identique à l'endroit où cette personne-là va faire son annonce. Puis il pratique ça avec des comédiens. Des comédiens qui suivent la personne en question à qui il va faire l'annonce pour essayer d'imiter cette personne-là. En tout cas, c'est très étrange comme idée. C'est ultra bizarre. Ultra bizarre. Et t'écoutes ça et... Puis attends, ça part dans une direction. Ce que tu nommes là c'est ça, c'est le pilote. C'est vraiment juste le point de départ. Le pilote commence, puis c'est vraiment... En fait, le pilote est vraiment le fun parce que c'est exactement la description. Tu vois quelqu'un qui doit annoncer une étrange nouvelle à des gens, puis il se pratique, il l'entraîne. Et là, suite à cet entraînement-là, les autres épisodes, Nathan commence à avoir des drôles de sentiments par rapport à lui, puis finalement... Il se fait prendre un peu dans son propre jeu à s'entraîner lui-même, à répéter des gens à s'entraîner. Puis là, ça devient méta. Puis là, ça devient... Mais on veut pas voler tous les punchs parce que quand tu l'écoutes, c'est vraiment surprenant de la manière que c'est fait. Ah ouais. Tu sais, tu fais comme, OK, je pense que je comprends que tu t'en vas. Ah non, c'était pas ça que tu faisais. Ah, OK, t'es vraiment loin dans ton truc. Puis c'est ça, à un moment donné, c'est qu'il y a une fille qui, elle, veut peut-être avoir des enfants ou exact, ouais, elle n'est pas certaine, puis elle veut voir ça. Elle veut répéter ça. Elle veut répéter ça avec des enfants. Fait que là, il engage des enfants comédiens. Puis c'est elle aussi qui décide dans quel setup j'aimerais avoir une belle maison avec un jardin. Puis ça, fait qu'ils font tout ça. Ils font construire tout ça. C'est studio. Puis là, c'est ça. Fait que Nathan, finalement, devient le père de ces faux enfants-là aussi. Fait que je vous volerai pas tous les punchs, mais comme on va dans des zones parce qu'on va dans des zones à un moment donné où t'es comme OK, mais oui, c'était des comédiens que t'as engagés pour ça, mais ils se sont fait prendre à leur jeu, eux autres aussi. Nathan se fait prendre à son propre jeu. On est dans quelque chose d'extrêmement weird, mais on est vraiment dans quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là. Moi, j'ai aimé la finale. La finale, il y en a plein qui ont chialé contre. Moi, sur le coup, j'étais un petit peu... Puis après, j'ai repensé à me hanter pendant quelques jours. J'ai repensé à ça. Bref, moi, j'ai tout aimé. Fait que je sais pas si peut-être que je suis pas assez critique dans cette affaire-là, mais j'ai vu des critiques sur YouTube. C'est comment ils manipulent les gens. Puis c'est comme... Oui, mais tu sais... Oui, sauf que je trouve que ce gars-là, en faisant ça, va chercher quelque chose chez les gens que jamais il révélerait autrement. Non, c'est vrai. Puis il a dit quelque chose en entrevue, je l'ai entendu par rapport à... C'est une vieille entrevue, puis il parlait pas de rehearsal. Il parlait de sa manière d'être. Il a fait Nathan For You aussi, là, qui était très bon autre concept, mais comme qui jouait dans ces eaux-là quand même. Puis c'est un gars qui, dans tous ses projets, il est très weird. Son approche, il est toujours un peu nerveux, gêné, il sort des affaires, il est awkward. Puis il disait qu'il a développé ce personnage-là, on parlait de personnage tantôt, là. Ça vient un peu de lui quand même, il y a un peu de lui là-dedans, mais il a développé ce personnage-là parce que, avec sa mère, il a découvert que quand il était comme ça avec elle, tu sais, parce que sa mère, c'était quelqu'un de très à l'aise avec les gens, à créer des contacts facilement, puis lui, ça l'impressionnait parce qu'il n'est pas capable de faire ça. Puis moi, je m'identifie à ça parce que moi, avec de la misère, comme de créer des contacts rapidement, je trouve ça bien impressionnant, puis lui, ça l'impressionnait bien gros. Puis à un moment donné, il a réalisé que, en étant vraiment awkward, puis weird, puis imprévisible avec sa mère, il sortait des affaires de elle que normalement, il n'aurait pas été capable de... crime, ça, c'est peut-être ma voix à moi pour aller créer des contacts humains réels et profonds. Puis il est là-dedans depuis des années, il va de plus en plus loin là-dedans, puis là, il est rendu à un niveau où t'es comme, mon Dieu. Ah non, t'es où? Puis je comprends pas que HBO a financé ça, tu sais, il a bien vendu sa salade. Ouais, puis c'est un secret deal, on sait pas combien ils ont mis d'argent, mais ils en ont mis de l'argent. Ça, juste voir la production, là, c'est un petit peu intense. Puis c'est en même temps, c'est que lui, parallèlement, il produit To Do With John Wilson. Qui est aussi un espèce d'ovni génial. C'est un ovni étrange que j'adore télévisuellement parlant, mais c'est sûr que si vous voulez voir quelque chose de différent, ça c'est sur The Rehearsal, sur Crave. Ouais, si vous voulez vivre des affaires, puis je sais même pas ce que vous allez vivre, hein, ça vous appartient. Moi, j'ai ri des fois, d'autres fois j'étais vraiment pas bien, d'autres fois j'étais comme mais qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ah ouais. Moi ma blonde, des fois t'es assis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? J'étais là,
J'en ai aucune idée. Moi, j'ai suis juste expliqué le concept à ma blonde, super excitée. Elle disait, hey, c'est incroyable. Faut que tu vois ça, t'étais comme, non, j'écouterais pas ça. C'est trop bizarre. Mais ouais, ça peut mettre mal à l'aise. En fait, c'est voulu comme ça. Mais en même temps, c'est cool. C'est cool. OK, cool. Ça, c'est The Real Soul. On le note. What else? Moi, je suis là, il va y avoir la nouvelle saison. Là, je suis un gros fan d'Atlanta. Grosse série. En fait, moi, je considère que c'est la meilleure série en ce moment? Tous les temps. OK. Je suis là, moi. Là. OK. Ouais, comme... J'ai pas vu la dernière, dont tout le monde me dit c'est fantastique, c'est la plus forte à date, machin. Ouais. Ça avec, c'est très imprévisible. Tu sais, il y a des épisodes, des fois, où... tu sais, il y a des personnages principaux, là, quand même, puis on les suit dans leur quête, puis tout ça. Mais des fois, il y a des épisodes, ça n'a rien à voir. On est comme c'est d'autres personnages, mais ça dit quelque chose au niveau social, puis que tu peux mettre en lien avec d'autres trucs dans la série. T'sais, ça se rejoint au final. Il y a des clins d'œil qui se passent, mais c'est comme des espèces d'épisodes bouteilles où au final, c'est plus un commentaire social. C'est un court-métrage, finalement. Il y a des épisodes qui, des fois, c'est des courts-métrages. Je trouve ça extrêmement brillant. C'est une écriture que je trouve impressionnante. Puis, ça, il y a beaucoup on parlait de surréalisme là-dedans. Moi, je trippe bien gros là, sur le surréalisme. Là. Il y a comme une mode en ce moment, un courant en fait de surréalisme. Ils appellent ça le Afro-surrealism. Okay. Il y a Atlanta qui est là-dedans. Je sais pas si tu as vu le film Sorry to Bother You qui est là-dedans. Qui est très bon aussi. Simple Act of Flyness, je me rappelle plus exactement. C'est sur HBO. C'est comme une série de sketchs surréalistes. Okay. C'est vraiment brillant ça aussi, fait que je suis là-dedans, moi je trippe bien gros là-dessus, puis Atlanta je te dirais que c'est sont pas mal les tops là-dedans, puis Donald Glover en général je le trouve assez impressionnant dans ce qu'il fait artistiquement. Puis là il en fait pas de temps, c'est ça qui est le fun aussi là. Il se concentre sur ses trucs, il se concentre sur ses trucs, son band, je sais pas s'il est encore dedans, des fois peu importe, mais après un petit film, après il avait fait du stand-up. J'avais regardé son stand-up à l'époque. C'est très weird. C'est bizarre, que c'est mais il prend la scène, il apprend à plein. Là, je veux dire, c'était pas, il est super charismatique. Mais lui, je l'avais entendu en entrevue par rapport à tout ça. Puis il disait que il était un imposteur dans tout. Il dit, moi, je suis pas vraiment bon dans toutes les affaires que je fais, mais je suis très bon pour faire croire que je suis génial dans tout ce que je fais. J'étais comme, c'est intéressant quand même. Parce que, puis il disait que ça lui permettait une liberté aussi, parce que tu sais, quand tu penses dans ta tête que t'es vraiment bon dans quelque chose, ben t'arrives avec une certaine pression sur ton affaire. Tu sais, comme t'as beaucoup de pression sur tes épaules, puis t'essaies vraiment que ton affaire, ça soit le plus représentatif possible de ton génie là, que tu crois. Là. Et lui, il pense pas vraiment qu'il est génial dans quoi que ce soit, fait qu'il arrive il essaie de se prouver à lui-même qui est capable de nous faire à croire. Non, mais ça donne une bonne drive, ça. J'imagine. Mais ça. Parfait, Atlanta. Ben là, oui, on est dans la télé. T'as-tu d'autres choses aussi, peut-être un dernier truc? J'ai toujours des trucs à l'infini. Ah, ben là, vas-y, garde. Tu connais-tu Kate Berlin puis John Hurley? John Hurley, ça me dit quelque chose. Kate, ça non, c'est quoi? Tu l'as déjà vu, John Hurley. Je sais pas si t'as vu Search Party? Non, OK. John Hurley joue là-dedans, mais c'est pas important. C'est quoi? C'est deux acteurs. Je pense qu'ils sont plus humoristes à la base. Ils ont fait des duos sur scène, mais c'est beaucoup plus des acteurs aussi dans leur projet. OK. Puis ils se sont fait donner un special. OK. Parce que ces deux personnes sont tout le temps ensemble. Puis ils se sont fait donner un special. Puis je pense qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Puis finalement, ils ont décidé de faire des sketchs. Mais la structure du special, c'est que c'est leur duo dans le futur qui font un reunion, un peu comme Friends, dans le fond. Friends se retrouvent après des années, sont rendus vieux, ils se rappellent des souvenirs. Fait que là, mais comme dans le special, ces deux personnes-là, ils se parlent plus puis ils se détestent, fait qu'ils ont plein de comptes à régler. OK. Fait comme tu vois, là, on est loin. On va là. Puis, fait que là, c'est ça, ils parlent de leur carrière, puis là, on voit des trucs dans le passé qu'ils ont déjà fait. Je pense qu'ils faisaient un sitcom ensemble, je me rappelle plus trop. Fait que là, on voit des extraits de ça. Puis il y a aussi des sketchs qui ont rien à voir avec tout ça. Tu sais, un sketch à un moment donné, c'est juste une famille de castors à l'aéroport, mais c'est les seuls que c'est des castors, puis c'est jamais
comme c'est jamais comme accusé que c'est des castors, fait qu'ils sont juste normaux. Blablabla, ils ont des problèmes, ils rencontrent une autre famille qui déteste un peu, mais ils font semblant qu'ils les aiment bien, puis ils sont déguisés en castors tout le temps. En tout cas, c'est vraiment, vraiment original. Jamais entendu parler de ça, man. C'est OK. Puis le special, ça finit qu'ils sont rendus vraiment vieux, là. Puis ils sont dans genre un country club, puis ils sont super désagréables, puis fait que tu sais, ils jouent avec les codes du show business, des carrières, des grandes carrières qu'on voit des fois, à quel point ça se prend au sérieux, puis à quel point ça... Friends, c'était beaucoup ça, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, je veux dire, j'ai bien aimé Friends, je trouve que c'est super bien écrit, puis ça, mais comme on fait semblant que c'était si génial que ça, pas tant non plus, là, tu sais, c'était très bon, mais en tout cas... Bref, fait qu'ils jouent avec ça un peu. C'est vraiment bon. Je le conseille. C'est au niveau humour. Si vous voulez être surpris encore une fois. Là. Oui, mais on veut être surpris. Moi, j'aime ça. Je t'en prendrais une dernière, cher ami. Une dernière chose. Okay. Mais ce qui fait qu'en passant, c'est parce qu'on ne pourra pas tout couvrir. Puis tantôt, tu dis, je sais pas des fois qui réinviter à ton passé. Moi, j'ai pas de problème à te réinviter une fois par année. Même que je pense que. T'as fait ma liste live. Faire la liste live. On devrait faire la liste. Ça va tout être dans ma liste. Oui, mais on fait un spécial list live. Avec plaisir, je vais te faire ça. Ça va être un spécial du temps des fêtes. Puis on va aller en détail, on va creuser. Puis tu me l'enverras avant. Je vais pouvoir tout l'écouter. Puis on va pouvoir échanger. OK. On a un concept ici. J'aime ça. Super. Parfait. Okay. J'embarque. Dernier truc. Dernier, ça s'appelle The Curse. OK. C'est britannique, encore une fois. Je sais pas si tu as entendu parler des People Just Do Nothing. Ça c'était bien populaire Royaume-Uni. Ici, ça s'est rendu... Je pense qu'à un moment donné, Netflix le présentait, mais là, c'est plus là. Fait que ça va être difficile à trouver. Okay. Mais c'était comme un mockumentary sur des espèces de rappers plus ou moins bons là, qui sont rendus dans la fin trentaine. Mais bref, les gars de tout ça se sont mélangés avec un gars qui s'appelle Tom Morris. J'espère que je massacre pas son nom. Il me semble que c'est ça. Puis, ils sont mis ensemble, c'est vraiment des talents humoristiques exceptionnels qui sont mis ensemble pour faire une série un peu à la Ocean Eleven, tu sais, genre, ils font un heist. Mais c'est plein de personnages vraiment ridicules, avec des archétypes très clairs au niveau humour, mais ça fonctionne vraiment bien, puis c'est très, très, très drôle. C'est surprenant, c'est un ovni, ça, encore une fois, c'est souvent, les affaires que je propose aux gens sont difficiles à décrire tellement qu'ils sont fucked up. Mais, tu sais, comme mettons Tom Morris, là, peut-être que c'est pas ça son nom, là, mais j'espère que oui. Il a fait, je suis là-dedans en ce moment, c'est ça que je suis en train d'écouter, Murder in Successville. Ça aussi, c'est une affaire qui a été populaire au Royaume-Uni. Écoute bien le concept, c'est genre un détective, vraiment cliché de toutes les émissions de détectives, là. Puis dans un espèce de setup il résout des crimes, mettons. Okay. Puis il invite toujours, à chaque émission, une vedette qui sait aucunement ce qui va se passer, qui n'est pas au courant du texte, fait qu'ils font juste répondre en improvisant à ce qui se passe, mais il faut toujours qu'ils restent dans l'histoire. Tu sais. OK. Puis il faut qu'ils résoudent un crime avec ce gars-là, Tom Morris, qui joue un détective complètement farfelu. Fait que mais tu sais, c'est super drôle aussi. Fait que là, eux autres, il faut qu'ils restent là-dedans. Des fois, ils sont là dans des fourrés, puis ils essaient de rester dans le truc. Des fois, ça devient violent, puis ils sont pas à l'aise de ce qui se passe. OK. Fait que c'est... pas pire, ça. Ouais, fait que mais c'est souvent des vedettes qu'on connaît pas, toi puis moi, parce que c'est des vedettes du Royaume-Uni. Mais c'est ça, fait que ce gars-là, c'est ce genre de cerveau comique qu'il a. Avec The Curse. The Curse. Ouais, mais écoute, on va regarder ça. Hey man, merci beaucoup. Je suis tellement content qu'on se revoie finalement. Mais on va se revoir au temps des fêtes pour ta liste. Parfait. Je suis content. Il y a des trucs qui vont revenir. Je vais essayer de penser à d'autres affaires. Pas grave. Mais là, attends, il y a l'automne encore. Il y a d'autres affaires qui vont apparaître. Ouais, il y a des trucs à sortir bientôt. All right. À plus. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.